D'abord, je voudrais remercier Christophe d'avoir accepté de venir. Je crois que je n'ai pas besoin de présenter Christophe, vous le connaissez tous. Donc, je voudrais juste dire deux choses qui me frappent beaucoup. La première chose, c'est que c'est quelqu'un de profondément bon et que c'est rare. Et la deuxième chose, c'est Christophe a un rapport réel à la pratique. Et il m'arrivait, il y a quelques mois, de l'entendre transmettre la méditation. Je ne sais pas, 4000, 5000, je ne sais plus combien de dirigeants d'entreprise. Tout le monde sait ma crainte profonde de la transmission de la méditation en entreprise. Et j'ai vraiment eu les larmes aux yeux de voir comment Christophe a réussi à transmettre dans des conditions vraiment assez surprenantes la pratique de la méditation. Ce qui m'a beaucoup ému, c'est qu'il y avait vraiment cet élément de transmission de l'esprit de la méditation qui est ce qu'on ne peut pas saisir et qui est plus grand ou autre que nos attentes et nos concepts. Et je reste encore aujourd'hui très, très ému et très impressionné de ce qu'a pu faire Christophe. Cette rencontre vient aussi du fait, comme vous le savez, je crois presque tous, qu'existe depuis quelques mois maintenant un institut où des thérapeutes travaillent ensemble à réfléchir à comment la méditation peut aider leur travail thérapeutique. Et c'est dans ce contexte-là que Christophe inaugure, et nous aurons d'autres rencontres. La prochaine rencontre sera avec Christophe Fauré, qui est un autre thérapeute marqué par la méditation. Et nous aurons régulièrement des rencontres pour essayer de réfléchir ensemble, mais aussi plus amplement un peu le projet, c'est de pouvoir, au sein de l'école, apporter notre pierre à aider ceux qui souffrent à trouver, grâce à la méditation, une manière de pouvoir trouver un chemin et aller mieux. Donc voilà ce que je voulais essayer de dire en introduction, et je te laisse la parole en te remerciant encore vraiment chaleureusement d'être là. Merci beaucoup, Fabrice. Est-ce que ma voix porte? C'est bon? Merci beaucoup d'abord pour ton invitation. Merci à vous tous et à vous tous pour votre présence et votre invitation, puisque finalement, quand Fabrice m'invite, il m'invite en votre nom à toutes et à tous. Merci aussi pour ces paroles amicales que tu as prononcées à mon égard, alors sans vouloir donner l'impression d'un jeu de renvoi d'ascenseur. Je voudrais souligner devant votre groupe à quel point toi aussi tu es quelqu'un d'important à mes yeux, à la fois en tant que personne humaine. Beaucoup de choses chez toi me touchent et m'inspirent, et puis aussi pour le rôle que tu joues dans ce paysage de la méditation qui est en train de prendre forme dans l'espace public. La méditation n'est plus depuis pas mal d'années maintenant une pratique confidentielle, isolée, cernée par des catégories, mais vraiment une pratique qui est en train de concerner l'ensemble de notre société. Et dans ce petit univers de la méditation qui est en train de devenir de plus en plus vaste, au fond, des gens comme toi, Fabrice, jouent un rôle important de rappeler avec une certaine rigueur, une certaine intransigeance parfois, qu'il y a, je ne sais pas s'il faut dire un cap à suivre, une éthique à respecter, un esprit à continuer de respecter en tout cas. Donc c'est parfois dérangeant, mais c'est toujours inspirant d'écouter ce que tu racontes et de se dire, mais au fond, oui, est-ce que d'abord je suis d'accord ou non, mais au fond, est-ce que je n'aurais pas intérêt tout de même à faire ce que j'appelle faire l'effort de l'inconfort, c'est-à-dire accepter que ces paroles soient inconfortables par rapport à mes habitudes ou mes certitudes, et faire l'effort d'accepter cet inconfort et de voir ce qu'il peut transformer ou changer. Voilà. Alors, excusez-moi, je suis un petit peu grippé, donc vous allez avoir une petite dose de toussotement et de reniflement
Je m'en excuse par avance, je ne veux pas faire autrement. Donc, très rapidement, peut-être, pour se débarrasser de moi-même, je vais compléter la présentation que Fabrice a faite. Donc, je suis médecin psychiatre et psychothérapeute. J'exerce à l'hôpital Sainte-Anne. Donc, j'exerce maintenant à temps partiel, même très partiel, puisque je suis proche de la fin de ma carrière de praticien hospitalier. Et j'en profite pour lever le pied, d'autant qu'il y a toute une relève qui est présente dans le service. Et dans mon travail, qui dès le début a été consacré à ce qu'on appelle les troubles émotionnels, qui sont des troubles intéressants en médecine et en psychiatrie, parce qu'au fond, ce qu'on appelle troubles émotionnels, c'est stress, anxiété et dépression, toutes les souffrances liées au stress, à l'anxiété, à la dépression. Et ces troubles émotionnels, finalement, c'est une forme de souffrance qui traverse les catégories, quoi. Il n'y a pas les malades d'un côté, les bien portants de l'autre. Ce sont vraiment des formes de souffrance qui concernent tous les humains, sans exception. Et à ce titre, qui sont vraiment passionnantes à étudier, à soigner, à accompagner, parce qu'elles concernent la condition humaine. Il y a parfois en psychiatrie certaines formes de délire, de symptômes qui, encore que, même là, on a tous parfois des idées un peu folles, des comportements un peu fous, mais certaines formes de pathologie dont visiblement elles concernent un tout petit nombre de personnes dans leur forme caricaturale ou extrême ou franche. Ces troubles émotionnels concernent tout le monde et ils en sont d'autant plus passionnants. Et donc, avec le temps qui a passé, j'ai commencé à m'intéresser à une dimension particulière de ces troubles émotionnels qui est leur permanence et leur récurrence tout au long de leur vie. Et donc, à passer insensiblement d'une posture de soignant, de quelqu'un qui aider les personnes à s'arracher des griffes de ce type de souffrance, de ce type de pathologie, anxieuse ou dépressive, une fois de plus, à une position qui était plus dans l'optique d'une prévention, non plus comment soigner, guérir les personnes présentant ces difficultés, mais comment les aider à ne pas soit retomber régulièrement, puisque ce sont des difficultés qui reviennent tout au long de notre vie, si on ne change rien à notre manière de vivre, justement, de penser, de fonctionner, d'être en rapport avec l'existence. Donc, soit elles vont revenir régulièrement, mais on peut aussi faire de la prévention primaire, essayer de voir auprès des personnes vulnérables, qui se savent vulnérables, comment les aider à ne pas glisser vers cette pente qui transforme des angoisses ou des détresses assumables ou confrontables à vraiment des détresses de l'ordre du pathologique, qui échappent à notre capacité de pouvoir les alléger. Donc dans ce cadre de cette réflexion sur non plus seulement le soin, mais aussi la prévention, évidemment, tôt ou tard, il était évident que j'allais rencontrer les pratiques méditatives, parce que dans le même temps, quelque chose de très important, à mon avis, dans l'univers de la pratique méditative était en train d'avoir lieu durant les années 70 et 80. Moi, je n'étais même pas encore étudiant en médecine, mais tout ça arrivait et donc j'en ai bénéficié ensuite. C'est la vision qu'ont eu certains pionniers, notamment un pionnier dont vous connaissez sans doute le nom, qui s'appelle Jon Kabat-Zinn, qui au départ n'est même pas un soignant, c'est un chercheur en biologie moléculaire, enfin quelqu'un qui fait vraiment de la recherche fondamentale, mais qui à titre personnel est passionné par le zen, passionné par la méditation, passionné par le yoga, qui est un pratiquant assidu, qui en tire des bénéfices importants, et qui se dit, mais finalement, beaucoup de personnes pourraient bénéficier à titre personnel de ces pratiques, mais sont arrêtées par la dimension religieuse ou par tout le nuage de spiritualité qui les entoure, et donc ont peur de ça et ne veulent pas s'engager là-dedans pour des bonnes et des mauvaises raisons. Et donc si on arrivait à, en quelque sorte, laïciser, à rendre ces pratiques indépendantes du corpus de
de la religion, de la spiritualité, sans doute que ça rassurerait beaucoup de personnes et sans rien leur enlever ou en leur enlevant seulement une partie qu'ils pourront trouver plus tard, ça on en reparlera, eh bien ça serait bien. Donc John Kabat-Zinn se met à réfléchir à tout ça et puis bon, je vous passe les détails, mais conçoit une approche qui est au fond très inspirée du bouddhisme, très inspirée notamment du vipassana, mais aussi voilà, de tout un tas de pratiques méditatives bouddhistes à propos desquelles il s'est renseigné, et par contre qui est laïcisé, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est-à-dire qui ne suppose pas de référence à un certain nombre d'éléments d'une foi ou d'une religion quelconque. Non pas que Kabat-Zinn rejette cette foi ou cette religion, il fait volontiers référence au bouddhisme, il reconnaît volontiers la dette que l'outil qu'il a conçu a envers le bouddhisme, mais il considère, et à mon avis à juste titre, que ainsi laïcisée, cette approche d'abord est rassurante pour des entités comme l'hôpital ou l'école, ou même l'entreprise, si on pense que l'entreprise doit être touchée par ces approches. Donc cette approche est rassurante, cette approche méditative devient rassurante, et puis finalement elle peut aussi être l'objet, puisqu'on n'a plus à respecter de canon ou de quoi que ce soit, l'objet d'une simplification, l'objet d'une codification. Elle peut devenir un protocole. C'est ce fameux protocole que vous connaissez peut-être en 8 séances aujourd'hui, lorsqu'elle est délivrée dans le cadre du monde des soins. La méditation de pleine conscience, on va en reparler un petit peu, se déroule en 8 séances. Donc chaque séance a un contenu précis. Ce sont des protocoles de soins comme on en a dans les thérapies comportementales, dans le MDR, tout ça est assez cadré. C'est un gros avantage, c'est que ça permet à des équipes différentes, à des praticiens différents, de savoir qu'ils font à peu près la même chose et donc de pouvoir comparer, confronter leurs résultats. Donc, laïcisation, codification, et du coup, on peut faire ce qu'on appelle des validations scientifiques. On peut conduire des études où on compare les effets de la méditation aux effets des médicaments, les effets de la méditation aux non-effets d'une liste d'attente ou de la relaxation, que sais-je encore. Et ça, vraiment, à mon avis, c'est une révolution parce que sans cela, je pense que la méditation n'aurait pas pu toucher, comme elle l'a touché, le monde de la santé, du soin et de la médecine. Voilà, donc tout ça démarre à la fin des années 70, au début des années 80. Pendant les 10-20 premières années, c'est relativement confidentiel, puis à la fin des années 90, nous sommes de plus en plus nombreux à voir passer ces publications scientifiques, ces articles montrant l'intérêt en clinique pour le soin de ces pratiques méditatives, l'intérêt, l'impact au niveau cérébral, les modifications qu'elles entraînent dans le cerveau des pratiquants, que ce soit des novices ou des pratiquants très confirmés, ça change nos câblages cérébraux. Donc là, quand je vois passer ces trucs-là, je me dis c'est quand même génial, c'est vraiment intéressant, c'est une des alternatives possibles aux médicaments, aux thérapies traditionnelles qui sont loin de marcher dans tous les cas. Donc il faut vraiment que j'aille voir à quoi ça ressemble, que je me forme. Donc je me forme à ces techniques et puis je les propose, là aussi je vous passe les détails, je les propose dans le service où j'exerce, ce qui n'est pas hyper facile au début parce que c'est un service universitaire, donc je ne suis pas totalement libre de ce que je peux proposer, comme si j'avais un cabinet. En cabinet, il y avait déjà des praticiens qui proposaient des approches méditatives, bouddhistes ou autres, donc ce n'était pas une pure nouveauté ou une pure révolution, mais dans un service hospitalo-universitaire où il y a quand même toujours un niveau d'exigence par rapport aux preuves qu'on peut apporter sur des nouvelles méthodes, ça c'était nouveau. Et donc on y arrive à peu près, mais ce n'est pas si facile au début, ça c'était en 2003-2004, parce que à cette époque-là, et c'est là qu'on voit que les choses ont vraiment changé,
le mot méditation faisait encore peur dans le monde de la santé. C'est vraiment, mais je me souviens précisément de certains patients qui ne sont pas revenus au deuxième rendez-vous, après que je leur ai parlé de méditation. Je me souviens des réticences de certains collègues qui, au mieux, étaient un peu prudents, un peu perplexes, au pire, étaient très méfiants, qui se demandaient à quelle secte j'étais allé me raccrocher pour arriver ainsi avec des outils comme ça. Et même, je me souviens bien aussi que la première année, je vendais, entre guillemets, mes groupes comme étant des groupes d'entraînement attentionnel. On fait de l'entraînement attentionnel avec les patients, donc ça rassurait beaucoup plus les gens. Et ce n'était pas tout à fait faux d'ailleurs, parce que finalement, je vais vous décrire un peu comment nous procédons, ce travail de pleine conscience, pour une grande partie, est un travail sur l'attention, une certaine forme d'attention dans laquelle on utilise une forme très particulière d'attention, on le verra, ouverte, immergée, etc. Mais bon, ce n'est pas totalement mensonger. En tout cas, on a démarré comme ça, et très vite, d'abord on s'est aperçu, ça c'est très émouvant, de voir à quel point les patients étaient réceptifs, comment c'était vraiment plus facile que prévu de toucher nos patients au cœur, de les voir adopter cette approche, de les voir la pratiquer, de les voir pour partie d'entre eux en bénéficier. Je dis pour partie parce que, évidemment, la méditation, c'est en tout cas utilisé dans ce contexte de soins, mais je pense que c'est vrai aussi hors de ce contexte, ne fonctionne, si j'ose dire, toujours entre guillemets, ne marche que si on la pratique. Ce n'est pas le concept de méditation, ce n'est pas la réflexion sur la méditation qui nous fait changer, c'est sa pratique régulière. Tout comme l'exercice physique ou l'alimentation. Ce n'est pas le concept d'aliment qui nourrit, mais c'est le fait de manger, ce n'est pas le concept de marche, mais le fait de marcher, etc. Et là, pour nous, les soignants, il y a une question de ce qu'on appelle l'observance. Est-ce que le patient observe son traitement? Est-ce qu'il prend le médicament? Même si j'ai fait le bon diagnostic et prescrit le bon remède, il faut encore qu'il prenne le médicament au rythme prescrit et pour la durée prescrite. S'il regarde tous les matins sa boîte d'antibiotiques religieusement avec amour, mais ce qu'il ne les prend pas, les antibiotiques ne pourront rien pour lui. Et pour la méditation, c'est pareil, il y a un vrai problème d'observance. C'est-à-dire, on sait bien que pendant le temps d'initiation de nos groupes, qui dure 8 semaines, donc ce n'est pas très long, il y a l'effet de découverte de la méthode, l'effet d'entraînement du groupe. Donc en général, les gens sont preneurs et viennent aux séances, participent, sont contents, etc. Ils ne font pas tous, par contre, les exercices qu'il y a à faire entre les séances. Et ensuite, lorsque le groupe s'arrête, on sait qu'il y a une partie d'entre eux trop importante, hélas, qui arrête aussi la pratique. Et donc, les bénéfices vont reculer s'ils étaient apparus ou ne vont pas apparaître si ça avait été un peu bancal. Donc cette question d'observance est très, très, très importante et c'est déjà une première limite dans l'usage de la méditation que nous pouvons faire. Donc voilà un peu comment les choses se sont construites dans notre service en tout cas. Et puis peu à peu, comme ça, par contamination très progressive, de plus en plus de praticiens, de psychologues, de psychothérapeutes, de médecins, de services se sont intéressés à la méditation. Les médias s'y sont intéressés aussi, en ont parlé, donc c'est un peu pittoresque, exotique, les autres médias ont copié. Mais peu à peu, le monde médical et le monde universitaire se sont aperçus que vraiment ça n'avait rien de folklorique, de sectaire, de religieux, en tout cas ce qu'on proposait nous. Et du coup, des diplômes universitaires sont apparus. Ce qu'on appelle les diplômes universitaires, ce sont des formes d'enseignement de la méditation très officielles, reconnues par l'université. Il y a un diplôme à Strasbourg, un diplôme à Paris à ce jour, et d'autres sont en voie de création. Donc c'est une forme de reconnaissance un petit peu officielle de l'université, de la faculté de médecine vis-à-vis de ces approches. Donc voilà un petit peu, pour vous camper le cadre de cette fameuse pleine conscience qui donc est très très se développe beaucoup, disons, dans le monde des soins. Alors de façon plus concrète, concernant
ce dont j'avais prévu de vous parler, ce qu'on appelle donc la pleine conscience dans notre terminologie. Alors, certains se posent la question de savoir si c'est bien d'avoir choisi cette appellation, si on n'aurait pas mieux fait de parler de conscience ouverte. Enfin, je suppose que c'est peut-être un débat que vous avez eu vous-même. Mais alors, il y a des gens qui sont très opposés à ce terme, d'autres qui s'en foutent un peu finalement. C'était déjà en place. Thich Nhat Hanh avait déjà fait connaître cette appellation en langue française, le terme de pleine conscience, donc c'était sans doute plus simple et plus confortable de rester sur ce registre. Alors, très concrètement, qu'est-ce qui se passe ou à quoi ça ressemble? Donc, vous êtes dans l'univers du soin, de la santé. Comme je vous le disais, il faut que ce soit laïque, il faut que ce soit codifié et il faut que ce soit évaluable. Donc, on reçoit des personnes qui viennent nous voir pour savoir si la méditation qu'on propose, qu'on pratique, peut les aider. Et on vérifie d'abord si c'est le cas, puisque telle qu'elle est proposée, la méditation a du mal à pouvoir aider quelqu'un qui est dans une forme de souffrance aiguë, quelqu'un qui est au fin fond de la dépression, quelqu'un qui a des attaques de panique violentes, mal stabilisées, qui est très dépendant d'une substance, qui délire, que sais-je encore, ne va pas pouvoir apprendre la méditation. Vous le savez, c'est un apprentissage exigeant qui nécessite qu'on dispose de nos ressources psychologiques et physiques, qu'on soit capable de s'astreindre à des exercices réguliers. Donc, si on va trop mal, on ne peut pas véritablement, sauf cas exceptionnels, mais la plupart d'entre nous ne peuvent pas se lancer dans un apprentissage aussi exigeant. Donc, en général, on va recruter sur nos groupes des personnes qui sont en rémission de leurs troubles, des gens qui ont vécu plusieurs épisodes dépressifs, mais qui actuellement s'en sont sortis, qui savent qu'elles pourront rechuter parce que la dépression a tendance à revenir, ou des personnes qui ont présenté des troubles anxieux importants et qui n'ont pas envie qu'ils s'aggravent ou qu'ils reviennent sous une forme aiguë, etc. Donc des personnes plutôt en rémission, dans ce qu'on appelle, nous, un état de rémission, et qui soient quand même assez bien organisées pour se plier à cet apprentissage. Si elles sont totalement dispersées ou totalement dans le suivi de leurs impulsions, on sait que ça sera un peu plus dur pour elles. Voilà, bon, et ensuite, on va les intégrer à nos groupes, puisque dans le monde de la santé actuellement, on préfère proposer la méditation sous forme de groupe. Non pas que ça soit impossible sous forme individuelle, sans doute. Moi, je l'ai fait de temps en temps pour certains patients, mais je trouve que c'est beaucoup plus ennuyeux, et pour le thérapeute et pour le patient. C'est moins. Le groupe apporte vraiment quelque chose de très fort. Je pense que ça aussi, vous avez dû expérimenter ça, le fait de méditer à plusieurs, parfois en très grand nombre, donne, alors je ne saurais absolument pas expliquer pourquoi, mais donne une intensité qu'on ne retrouve pas dans la méditation avec juste une personne là qu'on a en face de nous. Et puis, le groupe est encourageant, donne des sources d'inspiration à chaque patient, lui montre qu'il n'est pas le seul à avoir des difficultés, lui donne des idées par rapport à des petits exercices. Donc voilà, on travaille sous forme de groupe. Nos groupes sont des groupes relativement petits, 10, 12 personnes maximum, puisqu'on utilise, on est dans un petit courant qui préfère ne pas avoir trop de monde, et puis on est avec des patients qui ont des souffrances psychologiques, donc il faut pouvoir tout de même. Il faut savoir que parfois, il y en a qui craquent, qui se mettent à pleurer, ou qui ont des montées d'angoisse. Donc, il faut pouvoir... faut pas avoir 40 personnes, mais certains instructeurs, on parle d'instructeurs, d'ailleurs, on ne parle pas de thérapie, c'est assez révélateur. On ne se présente pas comme des thérapeutes. On ne va pas faire quelque chose qui relève d'un véritable soin, finalement, sur mesure, etc. Mais on est instructeur, on apprend une technique, une approche, une méthode, on choisit le terme qu'on veut. Donc, j'ai perdu le fil du coup, mais c'est... voilà, donc on propose à ces patients de rentrer dans ce type de protocole. Oui, c'est ça, je parlais de la présence du groupe, et c'est vrai que c'est beaucoup plus vivant, plus motivant, plus nourrissant pour eux que ça ait eu en groupe. Donc on a l'habitude de fonctionner comme ça, et en petit groupe, oui. Alors
Certains peuvent faire avec des très grands groupes de 40 ou 50 personnes. Chaque session dure environ 2 heures, on peut faire jusqu'à 2h30, mais au-delà, après, le temps d'attention, la qualité d'attention s'est effritée. Et chaque session, il y en a 8, mélange à la fois des exercices de pratique méditative, donc assis, allongé, en mouvement, centré sur le souffle, sur les sensations corporelles, sur l'observation de l'état émotionnel, des pensées. Donc c'est tout un ensemble comme ça. Si ça vous intéresse, on pourra rentrer un peu plus dans le détail, mais ce sont des choses très très simples. Des discussions de groupe où chacun, après la pratique, répond, parle de ce qu'il a ressenti. Et puis des recommandations d'exercice. Lorsque la séance se termine, on recommande à chaque participant, chaque jour, jusqu'à la séance suivante, une semaine plus tard, de pratiquer un certain nombre de petits exercices centrés sur la méditation, l'observation du fonctionnement de son esprit. Voilà, donc le programme se déroule ainsi sur 8 semaines. Alors, nous, dans ce monde de la santé, donc, nous posons toujours la question, on raisonne de façon un peu réductionniste, de nous dire voilà, quelles sont les indications, à quelles personnes s'adressent ces approches de pleine conscience. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour pouvoir dire c'est intéressant pour tel ou tel type de souffrance, de personnes avec tel type de symptômes, il faut faire ce qu'on appelle des études contrôlées. Une fois de plus, il ne faut pas juste dire j'ai l'impression que ou j'ai vu que, il faut avancer un certain nombre de preuves, donc il faut lancer des protocoles d'évaluation dans telle ou telle pathologie. Pour faire simple, la méditation a commencé à être utilisée absolument pas dans le domaine de la psychiatrie, de la psychologie, de la psychothérapie, mais dans le domaine de la médecine. Les premiers groupes qu'a animés à l'époque John Kabat-Zinn, 79, 80, etc., c'était des groupes en hôpital général, avec un recrutement de patients très hétérogènes, des patients cancéreux, des patients hypertendus, des patients avec du psoriasis, des patients en phase terminale de telle ou telle maladie. Donc l'idée, c'était de les aider à affronter les inquiétudes, la souffrance, la détresse associées à ces pathologies, les aider à mieux traverser toute cette part de souffrance liée à la condition de malade, et notamment de malade chronique. Ce n'est que dans un deuxième temps, il avait des très bons résultats, à la fois sur ces groupes hétérogènes, puis après il a fait des groupes spécifiquement centrés sur des patients souffrant de psoriasis, de douleurs chroniques. Bon. Après tout ça, c'est beaucoup étendu. Et puis, dans 10 ou 15 ans après, je ne sais plus exactement les dates, d'autres praticiens ont utilisé le protocole de John Kabat-Zinn, dont l'acronyme en anglais c'est MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, c'est-à-dire la réduction du stress basée sur la pleine conscience. Donc des praticiens ont repris ce protocole, mais ont estimé que pour qu'il soit utilisable, en tout cas qu'il donne le meilleur auprès de patients souffrant de troubles psychologiques, c'était intéressant de le modifier légèrement et de lui associer des éléments de ce qu'on appelle la thérapie cognitive, des éléments très simplifiés. La thérapie cognitive, c'est une branche, un rameau des thérapies comportementales où on va apprendre aux patients à identifier avec assez de précision ces contenus de pensée automatiques, comment par rapport à n'importe quel événement de sa vie quotidienne, il va engendrer tout un flot de pensées. Je croise quelqu'un dans la rue qui ne me dit pas bonjour, et la pensée qui me vient à l'esprit, ça n'est jamais j'ai croisé quelqu'un que je connaissais mais qui ne m'a pas dit bonjour. C'est pas ça qu'on se dit. On se dit est-ce qu'il a fait exprès, est-ce qu'il a voulu me dire qu'il m'aimait plus. Bon, voilà, on spécule en général, on interprète, on va au-delà du réel, on passe dans le virtuel de notre univers mental, on quitte le réel tel qu'il est. Et donc ces thérapeutes, dont les fondateurs, c'est un Canadien qui est professeur de psychiatrie à Toronto, qui s'appelle Zindel Segal, ont introduit donc un certain nombre d'éléments, d'exercices destinés à compléter, à affiner un peu la capacité des patients à identifier leur manière de réagir par la pensée
aux événements de vie, donc typiques des thérapies cognitives, parce que ce dont il s'était aperçu, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à chaque fois, ce sont des chercheurs qui vont aller vers ces approches. Eux étaient des chercheurs en psychologie cognitive, en thérapie cognitive, et s'étaient aperçus qu'une part très importante des souffrances que l'on ressent dans les troubles psychologiques, en psychiatrie, est liée aux ruminations, est liée aux productions mentales qu'on surajoute à l'adversité réelle. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a une adversité la plupart du temps. On n'est pas... L'anxiété et la dépression ne sont pas des états délirants où on va créer comme ça une espèce d'entité générant de la souffrance mais déconnectée du monde réel. Il y a souvent des adversités réelles, même si elles sont minimes, des soucis au travail, dans le couple, avec les enfants, des amis qui ne disent pas bonjour dans la rue, des voitures qui ne démarrent pas, bref, des appartements cambriolés, des grands, des petits soucis, des maladies graves, des deuils. Donc il y a une réalité de l'adversité, de la douleur émanant du réel, mais la plus grande part, très souvent, presque toujours, c'est la manière dont nous amplifions ces blessures liées au monde réel dans notre monde virtuel, en dramatisant, en anticipant, se disant qu'on s'en sortira jamais, que c'est dramatique, que c'est injuste, que c'est toujours sur nous que ça tombe, ou que c'est notre faute. Voilà. Donc, c'est cette partie-là de notre contribution à nos souffrances que cible particulièrement cet autre courant de la pleine conscience utilisé dans le monde de la santé, dont là pour le coup l'acronyme c'est non plus MBSR, plus la réduction du stress, mais c'est MBCT, Mindfulness Based, toujours pareil, basé sur la pleine conscience, Cognitive Therapy, thérapie cognitive basée sur la pleine conscience. En réalité, c'est quand même beaucoup plus de pleine conscience que de thérapie cognitive, mais c'est pas grave, c'est comme ça. C'est le protocole qu'on utilise à Sainte-Anne, donc auprès de nos patients anxieux ou dépressifs en rémission. Alors, peut-être, avant de vous parler des données, des résultats, de rentrer un peu plus dans le détail de certaines études scientifiques, finalement, quand je vous disais tout à l'heure que nous présentions au début nos groupes sous forme d'entraînement attentionnel pour ne pas inquiéter les collègues et les médecins, et je vous disais que ce n'était pas si faux. Et c'est vrai que ce qu'on cherche à apprendre à nos patients, mais à leur apprendre de manière expérientielle, évidemment, pas de manière didactique, descendante. On veut qu'ils fassent l'expérience, qu'ils touchent les sens, qu'ils aient le goût de la pleine conscience en eux. Ce qu'on veut leur apprendre, c'est à cultiver un type particulier d'attention, à propos duquel on peut dire deux choses. D'abord, qu'il n'est pas si fréquent lorsqu'on est anxieux ou dépressif, ou même lorsqu'on est un être humain vivant en 2016 en Occident, et d'autre part, dont on s'est aperçu qu'il était guérisseur, soignant, qu'il pouvait vraiment, par lui-même, par sa simple présence, ce type d'attention, apporter quelque chose de l'ordre du soulagement, sinon peut-être de la guérison, mais en tout cas vraiment modifier nos états de souffrance dans un sens favorable. Donc, ce qu'on cherche à aider nos patients à cultiver, d'abord à découvrir, puis à cultiver, puis à provoquer délibérément, puisque c'est aussi ça l'esprit, c'est-à-dire que quand on fait des études sur ces histoires de pleine conscience, on a beau pas savoir exactement ce que c'est, on a quand même des questionnaires qui explorent les aptitudes spontanées à la pleine conscience. On s'est aperçu que dans une population humaine, prise dans son ensemble, ce qu'on appelle les échantillons représentatifs, donc des hommes, des femmes, des gens de tous les âges, etc., les aptitudes à la pleine conscience sont inégalement réparties. Alors, les questionnaires qui explorent ça explorent assez volontiers notamment les capacités attentionnelles perturbées ou existantes. Donc, vous avez des items du genre « je perds régulièrement mes affaires ».
Je rentre chez moi, je pose mes clés, 3 minutes après, je ne sais plus où elles sont. En conduisant, il m'arrive fréquemment de me trouver dans un endroit où je ne voulais pas aller, mais juste parce que je me suis mis à penser à autre chose. Donc, et que voilà, là, les automatismes m'ont conduit là. Je suis souvent dans la lune. Ou bien des items inverses, je n'ai aucun mal à me concentrer, je peux travailler même dans un environnement bruyant. Donc, qui privilégie beaucoup cette notion de stabilité attentionnelle, ou au contraire de dispersion attentionnelle. On explore aussi les ruminations, j'ai beaucoup de mal à me dégager de mes soucis, enfin bref. Voilà, et donc ce qu'on voit, c'est que c'est très très inégalement réparti, c'est souvent des courbes gaussiennes, il y a des gens qui sont très dans cette pleine conscience, qui est une présence posée, attentive, etc. Et puis d'autres qui sont dans la pleine inconscience ou la pleine absence, je ne sais pas comment il faut appeler ça, qui sont distraits, dispersés, qui n'arrivent pas à stabiliser, à caler leur attention. Nous, ce qu'on appelle, et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'aider les personnes à déplacer leur curseur vers davantage d'aptitude à la pleine conscience. Celles qui en ont besoin. Mais malheureusement, d'ailleurs, c'est souvent celles qui en ont le plus besoin qui ont évidemment le plus de mal. Les gens hyperactifs, très dispersés, très agités sont tellement loin de ça que les efforts qu'ils vont devoir accomplir sont extrêmement importants et parfois dissuasifs. La qualité d'attention, pour revenir après ce détour qu'on cherche à aider les participants à nos groupes à développer, c'est une attention qui, sur 3 dimensions spécifiques à l'attention, obéit à la logique suivante. D'abord, vous avez une première dimension qui est attention stable versus attention instable. Votre attention peut être très stabilisée sur un objet que vous avez délibérément choisi. L'attention, c'est un peu l'œil de l'esprit, le regard de l'esprit. Qu'est-ce que je regarde et sur quoi je veux rester fixé. Donc, elle peut être stable sur un spectacle, votre attention est posée sur un film, sur un dialogue avec une personne, sur quelque chose que vous lisez, une idée, une pensée, ou elle peut être instable, c'est-à-dire vous êtes assis à l'arrêt de bus ou de tramway et dès qu'il y a un bruit, vous tournez la tête, dès qu'il y a quelqu'un qui passe, vous le regardez passer, et donc vous n'avez pas stabilisé en particulier votre attention sur quoi que ce soit. Une deuxième caractéristique de l'attention, c'est qu'elle peut être resserrée ou élargie. L'attention resserrée, c'est une attention qui, assez naturellement d'ailleurs, est souvent stabilisée, mais surtout qui est vraiment focalisée sur quelque chose, qui exclut tout le reste. Par exemple, la souffrance a spontanément tendance à resserrer notre attention sur elle-même. Si j'ai très mal aux dents, si je suis très malheureux ou très en colère, je ne vois plus rien d'autre. Le mal aux dents ou un chagrin d'amour fait que je ne vois plus le ciel bleu, je ne vois plus mes enfants qui rient, je ne vois plus que, à part le mal de dents, il y a quand même plein d'autres choses qui vont bien dans ma vie. Mon attention s'est rétractée sur la source de ma souffrance, comme elle peut se rétracter sur des ruminations, des préoccupations qui sont aussi des souffrances. Donc la souffrance a tendance à exercer un pouvoir de rétractation sur la focale attentionnelle, là où inversement d'ailleurs, dans les travaux de psychologie positive, on montre globalement que tous les ressentis émotionnels négatifs rétractent l'attention, on est plus attentif aux détails, aux petites choses, et tous les ressentis émotionnels positifs ouvrent au contraire la focale attentionnelle. On a une vision générale d'ensemble plus vaste. Et donc l'attention peut être resserrée ou elle peut être élargie. Par exemple, quand vous êtes, la majorité d'entre vous en tout cas est en train de me regarder à cet instant, donc vous pouvez être focalisé, je ne sais pas, sur les motifs de mon pull, la couleur de mes chaussettes, mes poils de barbe, j'en sais rien. Mais tout en continuant de me garder au centre de votre attention, vous pouvez prendre conscience que vous avez aussi une vision périphérique et que tout en me regardant moi, vous voyez aussi quand même les murs, les couleurs, les lampes. Donc, vous pouvez passer de cette attention focalisée à une attention élargie, à un champ attentionnel élargi, parce que mes poils de barbe ou les motifs de mon pull n'aimantent pas votre attention. Si par contre, ce qui était au centre de votre attention, c'était une souffrance ou une obsession, une préoccupation particulière, vous auriez beaucoup plus de mal à vous en désengager. Donc, autre dimension
resserré versus élargi. Puis il y a une troisième dimension très intéressante aussi dans ce qu'on nomme l'attention, c'est la dimension qui va d'une attention analytique à une attention qu'on appelle dans notre jargon immergée. L'attention analytique, c'est l'attention qui mobilise des ressources intellectuelles, où on va réfléchir, analyser, compter. Par exemple, quelqu'un qui est au bord de la mer, qui regarde les vagues de l'océan, ne va pas être présent à cet instant, à cet endroit, de la même façon selon qu'il soit surfeur ou marin ou selon qu'il soit simple promeneur. Si vous êtes un surfeur, vous êtes face à l'océan, mais vous êtes dans une attention, vous êtes attentif, mais une attention analytique. Vous comptez les vagues, voir tous les combien elles sont plus creuses, vous repérez un petit peu la force du courant, la force du vent, pareil si vous êtes marin. C'est-à-dire vous êtes dans un mode très attentif, mais un peu comptable. Vous essayez de comprendre, d'analyser, d'extraire de ce que vous êtes en train de vivre des datas, des données. Dans l'attention immergée, vous pouvez être aussi très attentif si vous êtes un promeneur qui est venu méditer, contempler l'océan. Vous pouvez être vraiment très attentif aussi au mouvement des vagues, au passage des nuages, à tous les sons des mouettes, mais vous ne comptez pas, vous ne regardez pas d'où vient particulièrement le vent, vous êtes juste attentif à la caresse du vent sur votre peau, etc. etc. Deux types d'attention immergée, où je n'analyse pas, je ne mobilise pas mon intellect, c'est plutôt quelque chose d'une sorte de présence très sensorielle, ou analytique. L'attention immergée, d'ailleurs, c'est intéressant de rappeler ça, ne condamne pas à la passivité ou à l'immobilité. Par exemple, quand vous faites du sport, si vous descendez une pente à ski, vous avez intérêt à être très attentif. Si vous pensez à autre chose, vous allez vous casser la figure. Mais vous voyez bien que vous n'êtes pas dans une attention analytique. Vous ne vous dites pas, je suis sur une pente à 35 degrés de déclivité, à juste nord-nord-ouest, il y a une bosse qui fait 30 cm. Pour la franchir sans casser la figure, je dois fléchir le genou droit de 20 degrés. Non, vous êtes pleinement attentif, mais dans une attention immergée, c'est-à-dire qui n'a pas besoin de mots, qui n'a pas besoin de chiffres, qui n'a pas besoin de calculs, qui va, par son intensité même, suffire à vous adapter. Le type d'attention qu'on cherche à faire éprouver et à faire cultiver à nos patients dans les groupes, c'est une attention élargie et non pas resserrée, une attention immergée et non pas analytique, et une attention stable et non pas instable. Pourquoi ? Parce que on considère d'abord que l'inverse, les patients savent déjà faire. Être sur un mode attentif très resserré, très analytique, ils savent parfaitement faire, c'est ce qu'ils font quand ils ruminent, quand ils ont un souci, qu'ils se disent « je suis le plus malheureux, je ne m'en sortirai pas, ça va être une catastrophe, etc. » C'est resserré, focalisé, analytique. Ils savent déjà le faire tout seuls. Ce pourquoi ils ont besoin de nous, c'est plutôt pour aller sur le versant opposé. Et donc ce qu'on essaie de leur faire vivre, donc, ce sont des moments d'attention élargie et non pas resserrée, d'attention stabilisée et non pas dispersée, réactive, parce que là aussi, nos modes de vie sont des modes de vie très pollués par des interruptions attentionnelles. Beaucoup d'entre nous ont pu le vérifier. Les méditants le voient très très bien, mais les non-méditants s'en rendent moins compte. C'est-à-dire le nombre d'interruptions auxquelles nous sommes exposés dans une journée, notamment du fait des smartphones, du travail sur ordinateur. Chaque fois qu'un mail arrive, qu'une sonnerie retentit, qu'un SMS, qu'un tweet arrive, ça interrompt nos flux attentionnels. Le fait de vivre en ville avec toute une succession de bruits, d'intrusions publicitaires, de feux rouges, de feux verts, de ceci, de cela, nous surexpose finalement à une sorte d'instabilité attentionnelle qui fait qu'on va souvent survaloriser la réactivité à la stabilité. Et puis, ce qu'on leur enseigne aussi, donc, c'est de cultiver cet état de présence immergée plutôt que de vouloir résoudre leurs difficultés intellectuelles par la réflexion ou l'intellect. Ce qui est très important,
et que nous leur précisons vraiment systématiquement, c'est de leur dire il n'y a pas de supériorité par rapport à une attention qui nous mène vers la pleine conscience, stable, ouverte et immergée. Ce n'est pas mieux qu'une attention instable, ou qu'une attention analytique, ou qu'une attention resserrée. Ce n'est pas ça le problème. C'est juste qu'il y a des modes attentionnels, des modes de présence au monde dans lesquels nous sommes tout le temps, parce que c'est comme ça que notre vie nous incite à fonctionner, et d'autres dans lesquels on ne va jamais. Donc c'est plus un rééquilibrage qu'une sorte de message où on leur dirait la seule façon de vivre, c'est de vivre en pleine conscience. Ce qu'on leur dit, c'est quelqu'un qui vit toujours dans la réactivité, dans la superficialité, dans la distraction, qui dès qu'il a un souci se resserre, ne fait que ruminer son souci, c'est quelqu'un quand même qui s'expose à avoir une vie plus inconfortable, moins savoureuse, moins intéressante que quelqu'un qui va savoir où il est d'abord, s'apercevoir que là, il est en train de se focaliser sur ses problèmes, et qui sait qu'en se focalisant trop sur ses problèmes, il va oublier tout le reste, et c'est peut-être dans ce reste que résident soit des solutions, soit des consolations. Parfois, il n'y a pas de solution, mais il y a quand même assez souvent des consolations. Donc l'idée, c'est que cet entraînement, finalement, à découvrir d'abord des états attentionnels qui ne nous sont pas familiers, qui ne sont pas favorisés par le mode de vie qui est le nôtre, et à les pratiquer régulièrement, et délibérément, ne pas devoir dépendre de certains environnements pour en bénéficier, parce que je vous parlais tout à l'heure de ces capacités spontanées à la pleine conscience. Donc, à partir de maintenant, quand je dis pleine conscience, vous comprenez une attention stable, ouverte et immergée, une présence plus qu'une réflexion. Ces capacités à la pleine conscience sont inégalement réparties, mais globalement, dès que vous prenez un être humain et que vous le mettez dans certaines circonstances, il va y aller plus spontanément. Et on sait tous ce qui se passe quand on est devant les flammes d'un feu de cheminée ou devant les vagues de l'océan, ou quand on est dans le train, qu'on regarde le paysage derrière la fenêtre. Ce sont des cibles mouvantes qui bougent très lentement, donc elles vont capter notre attention, stabiliser nos émotions et nous amener doucement dans cet état de conscience, d'attention ouverte, assez stable et sans activation intellectuelle, simplement une sorte de présence assez forte à ce qui nous arrive. Donc l'idée, c'est de leur faire éprouver ça, mais sans qu'ils aient besoin de s'allumer un feu de cheminée ou sans qu'ils aient besoin d'aller au bord de la mer, qu'ils puissent, voilà, comme on l'a fait tout à l'heure, pendant une demi-heure, se poser, observer le fonctionnement de leur esprit, voir que spontanément, notre attention se resserre sur les petites douleurs liées à la posture, les petits soucis non réglés de la journée, les projets du lendemain. On s'en aperçoit, on se dit, OK, ouvre à ton souffle, à ton corps, ça, puis ça va se refermer 5 minutes après. Et cet entraînement a plus de flexibilité, à savoir où on est, où est mon esprit, à quel endroit est-il en ce moment, c'est quelque chose qui va beaucoup les aider. D'abord parce que, mais ça c'est assez compliqué d'aborder ça, de démontrer ça, mais c'est probablement un état mental qui est radical d'une certaine façon. C'est le poète Christian Bobin qui dit, alors il le dit mieux que moi évidemment, c'est un poète, mais je ne sais plus dans lequel de ses bouquins, il dit ça, il dit au fond, l'essence de la vie est contemplative, l'essence même de la vie est contemplative, et même les hyperactifs s'en rendent compte, même les hyperactifs savent qu'ils déconnent, dans le tout, on ne peut pas s'empêcher d'être hyperactif en se passant de moments de contemplation, de la contemplation, donc c'est la présence 5 minutes. Je parle encore 5 minutes, c'est ça, d'accord. La contemplation, c'est la présence à ce qui est là, sans intention de l'utiliser, sans poursuite d'objectifs, bon, voilà. Donc l'essence de la vie est sans doute en grande partie contemplative, mais ce qu'on sait en tout cas, c'est que quand on apprend à nos patients à cultiver ces états attentionnels, à éprouver ces qualités d'attention très régulièrement qu'on appelle la pleine conscience, alors on va leur faire du bien.
par des mécanismes qu'on connaît assez bien, qui ont été étudiés. On sait qu'ils vont passer beaucoup moins de temps à ruminer, ils vont repérer beaucoup mieux leur démarrage de rumination et donc pouvoir s'en dégager davantage. Un des problèmes de la rumination, quand on est dans ces... on se met soi-même, on va soi-même se plonger dans ces souffrances virtuelles, c'est qu'on ne sait pas qu'on y est. On ne se rend pas compte qu'on est dans le virtuel. On croit qu'on est dans le réel, mais on est paumé. On est dans le virtuel. La pleine conscience nous aide à affiner notre capacité à voir où on est exactement. Donc, une fois de plus, il n'y a pas d'esprit de hiérarchie. Est-ce que le réel est mieux que le virtuel? Est-ce qu'il faut être plutôt dans le réel, plutôt dans le virtuel? Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il faut savoir où on est à chaque fois. Est-ce qu'on est dans le réel, avec les côtés lumineux du réel, la créativité, l'imagination, ou est-ce qu'on dans le virtuel, ou est-ce qu'on est dans le réel? C'est cette question-là à laquelle on essaie de répondre. Pas dire c'est mieux d'être ici ou d'être comme ça, c'est mieux d'avoir ce type d'attention ou ce type d'attention. Alors, parmi les choses importantes sur lesquelles je vais conclure, donc, puisque le temps des échanges est venu, et c'est mieux comme ça, mais non, en gros, j'ai à peu près abordé ce qui me paraissait important. Oui, il y a quelque chose dont je vous ai peu parlé, c'est les études scientifiques. Ça, c'est important, une fois de plus, pour pour l'implantation dans le monde du soin, de la médecine, probablement ce qui est en train d'arriver aussi dans le monde de l'école et de la pédagogie, les études scientifiques sur les bénéfices, entre guillemets, même si on sait bien qu'il ne faut pas présenter les choses comme ça, c'est une des premières choses qu'on explique à nos patients sur les groupes, c'est méditer sans attendre aucun résultat, ne méditez pas pour faire le vide, ne méditez pas pour être cool, ne méditez pas pour créer une petite bulle comme ça qui vous protégerait de la violence du monde, faites-le simplement. Voilà, quand vous faites des footings, vous n'allez nulle part. Vous le faites pour le faire, parce qu'on vous a dit que c'était bien, parce que vous sentez que c'est bien, voilà. Et la méditation, c'est pareil. Évidemment, vous ne le faites pas en espérant qu'à la fin de la séance ou que pendant la séance, il va se passer tel ou tel truc. Sinon, ça va beaucoup vous compliquer la vie. On a beau leur dire, ils méditent quand même en espérant qu'il va se passer des trucs intéressants. On a tous fait ça, ce n'est pas un problème, mais il faut leur dire ça pour éviter la déception et leur dire il y a des séances où la méditation va nous conduire à plus de souffrance parce que plus de lucidité, plus de découverte de ce qui ne va pas en nous. Donc, on n'est pas sur un groupe de relaxation, on est sur un groupe de méditation, etc. Donc, dans ce que montrent les études qu'on peut faire sur les conséquences de cette pratique régulière, même après peu de temps, même après 2-3 mois, chez les patients qui ont vraiment pratiqué régulièrement, on montre que ça muscle énormément les capacités de stabilité attentionnelle. Vraiment, les personnes sont capables de mieux porter leur attention, de la stabiliser, de la porter sur des objets de leur choix, sont moins poussées à répondre à des stimulations extérieures. Voilà, c'est l'image de la personne qui travaille sur ordinateur et puis dès qu'elle voit qu'un mail est arrivé, arrête son travail pour aller répondre au mail. Donc, la bonne technique, nous disent les gens qui travaillent sur l'autocontrôle, c'est de couper sa boîte mail pour ne pas avoir à lutter contre la tentation. Mais en tout cas, on avait fait, il y a pas mal d'années, une étude sur ce qui se passait dans la tête de nos patients, dans le cerveau de nos patients, par rapport à ce qu'on appelle le contrôle des impulsions. L'impulsion à faire un truc à m'accrocher à un stimulus qui passe dans mon environnement. Et on avait montré, alors de façon très nette, c'était, je ne sais pas si tu étais là, c'était avec Régine Jeannin-Gros. Tu l'as connue, Régine? Voilà, qui était un personnage incroyable, mais qui était chercheur à l'INSERM et qui venait méditer avec nous, et que les dimensions de contrôle des impulsions chez les patients à qui on avait appris à méditer étaient très très améliorées, très nettement améliorées. Donc il y a des bénéfices sur l'équilibre émotionnel. On s'aperçoit que la méditation, même si dans les instructions qu'on donne aux patients qui méditent ne figure pas de travail sur la psychologie positive, essayer de penser à des choses agréables, etc. C'est juste soyez présent à votre vie. Mais le fait d'être présent à notre vie va faire qu'on va mieux voir tous ces bons aspects, qu'on va voir aussi ce qui ne va pas, ce qui cloche, et qu'on va être davantage capable de le comprendre et éventuellement de le résoudre. On a des études aussi plus latérales sur l'accroissement des capacités de créativité, etc. Donc, il y a beaucoup de bonnes choses qui découlent de ces pratiques méditatives. On a vu qu'il ne fallait pas courir après ça, mais que c'était... c'est un peu
c'est un peu la même histoire que l'altruisme, finalement. Quand j'ai des comportements altruistes, quand je suis gentil avec les autres, etc., je suis toujours récompensé. D'abord, ça me fait du bien, je me sens plus en règle avec moi-même, les gens voient que je les ai aidés, peut-être ils m'aideront un jour, enfin bref, il y a toujours des récompenses. Mais au départ, on ne le fait pas pour ça, ou alors on n'a rien compris, il y a quelque chose... On n'est pas altruiste pour recevoir des récompenses. Mais ça fait partie des bonnes choses qui arriveront si on l'est. Et on le saura d'autant plus qu'on n'attend pas qu'on nous dise à chaque fois merci ou qu'on nous rende un service immédiatement. On le fait parce qu'on estime que c'est mieux de le faire et que si chacun fait ça, la Terre sera beaucoup plus vivable et beaucoup plus joyeuse. Mais il y a des bénéfices qui ne sont pas la finalité, qui ne sont pas l'objectif. Dans la méditation, c'est pareil. Les bénéfices ne sont pas la finalité, mais ils sont là, et pourquoi ne pas et le reconnaître et les accepter et s'en réjouir. Il y a aussi des conséquences non plus seulement psychologiques, mais physiologiques. Alors ça, c'est le truc magique en médecine, c'est-à-dire on s'aperçoit que la pratique méditative régulière améliore l'immunité, modifie la manière dont vieillissent nos cellules, freine le vieillissement cellulaire en protégeant apparemment ce qu'on appelle les télomères, les capuchons des chromosomes, modifie l'expression des gènes liés au stress, c'est ce qu'on appelle l'épigénèse. Vous savez, c'est un truc très intéressant qui se passe en génétique où on montre que même si on a hérité de certains gènes qui sont programmés pour faciliter, je sais pas, l'inflammation, le diabète ou tel truc, ces gènes restent sensibles, tout en étant vraiment des entités biologiques, aux conditions de vie. C'est-à-dire qu'il y a des conditions de vie qui facilitent l'expression de certains gènes, d'autres qui les inhibent. La méditation a le pouvoir, d'après un certain nombre d'études aujourd'hui, d'inhiber l'expression de gènes liés à l'inflammation ou au stress, par exemple. Donc, ça peut permettre à des gens vulnérables génétiquement de faire taire ou d'inactiver partie ou tout de l'expression de certains gènes qui pourraient sans cela provoquer des maladies, des souffrances, des dysfonctionnements, etc. Donc voilà, on a beaucoup d'études comme ça, qui sont des études assez pointues sur des petits nombres de patients, mais vraiment, alors je ne sais pas pour vous, mais pour des soignants, c'est un truc génial, quoi, se dire que des pratiques méditatives qui viennent de si loin, quoi, qui ont été des espèces de, je ne sais pas s'il faut dire des intuitions de génie, mais en fait voilà, le Bouddha qui s'arrête, qui médite, enfin, dans toutes les traditions culturelles, dans tous les peuples, à toutes les époques, et dont on découvre aujourd'hui ces vertus biologiques. Pour moi, c'est émouvant, en tout cas. Ça, c'est un problème de médecin. Voilà. Je vais conclure juste, mais peut-être pour lancer le débat, c'est-à-dire, finalement, cette pleine conscience dont on dispose dans le monde de la psychologie et de la santé, pour des gens comme vous, et pire encore, hein, pour des vieux maîtres de bouddhisme ou des vieux maîtres d'école méditative, c'est très simpliste, quoi. On est vraiment sur une espèce d'extrait très limité de tout l'univers. D'abord, quand on dit la méditation, évidemment, c'est les méditations. Et puis, la pleine conscience telle que nous l'utilisons, c'est vraiment un entraînement attentionnel qui vise à cultiver la qualité d'attention dont je vous ai parlé. Et je crois que c'est ça aussi qui fait son succès. Il n'y a pas seulement le fait que ça soit laïque, que ça soit validé par la science, mais que c'est une porte d'entrée très facile dans l'univers de la méditation. Et que moi, je me souviens comment ça se passait autrefois. Je me souviens quand on n'avait pas la pleine conscience en médecine, en psychologie, il y avait des patients qui avaient l'intuition, qui pouvaient être aidés par la méditation, mais qui s'inscrivaient à un stage de zen ou de vipassana, et bon nombre d'entre eux explosaient en vol. Ils avaient des attaques de panique, ne supportaient pas le truc, soit parce que c'était trop dur physiquement de rester méditer pendant des heures, soit parce qu'ils étaient hermétiques aux explications, aux concepts, à l'enseignement, à l'ambiance religieuse ou que sais-je encore. Et donc, moi, je crois que le succès de ces pratiques méditatives dans le monde de la santé, qui sert le succès de la méditation en général, est lié à sa simplicité, j'allais dire à sa pauvreté quand on la compare à la richesse, effectivement, des enseignements zen, des enseignements tibétains. Évidemment que c'est beaucoup plus pauvre, plus dépouillé, mais il y a des fois où le dépouillement, la simplicité est bénéfique. Et je pense que pour nos patients, qui dans un premier temps demandent juste à moins souffrir, c'est très bénéfique que nous ayons cet outil très simple,
sans doute très insuffisant, mais qui est une porte d'entrée. Et parce que j'en finirai avec ça, la pente naturelle chez les patients qui pratiquent régulièrement, chez les personnes qui pratiquent régulièrement, c'est l'envie d'aller plus loin, l'envie d'étoffer, l'envie d'enrichir, l'envie de découvrir, grâce à ce petit viatique qu'on leur aura appris, d'autres approches méditatives, sans doute plus riches et plus approfondies. Voilà en gros ce que j'avais envie de vous dire ce soir. Donc finalement, qu'est-ce qui nous reste comme temps pour bavarder? Tu as parlé 1 heure. J'ai parlé 1 heure, ah ouais. Si tu veux 15 minutes de questions. Moi, ça m'amuse, ça m'intéresse de bavarder un peu avec vous, pas seulement des questions, mais votre position, vos convictions. Hein, c'est un peu le retour. Je suis venu vous raconter ce que je faisais, ça m'intéresse un peu, alors pas pour tout le monde évidemment, mais d'avoir un peu quelques réactions, quelques questions, quelques convictions. Si vous voulez, sinon c'est pas grave. Je vais commencer par la première question. Qu'est-ce que tu vois comme limite thérapeutique du protocole en 8 semaines? Et quelles sont les pistes que tu vois d'évolution de comment la méditation pourra, à l'avenir, peut-être encore mieux aider les gens? Parce qu'au fond, c'est ça qui nous intéresse. Je pense qu'ici, nous, on n'a pas du tout de problème avec le fait que ce soit laïcisé, puisque nous, on a aussi essayé de transmettre une méditation laïque et on pense que s'il y a une simplification, de l'autre côté, l'avantage, c'est qu'il y a aussi une précision et une rigueur importante de la méditation, qui a aussi sans doute fait des fois une certaine transmission, entre guillemets, spirituelle. Mais disons, la grande question, c'est ça, c'est quelles sont les limites que tu peux voir, quelles sont les pistes de ce qui pourrait le mieux aider à l'avenir. Oui, oui. Voilà. Les limites, c'est vrai que c'est important de les rappeler. Effectivement, je ne l'ai même pas fait ce soir, mais bon. Parce qu'on voit souvent, par exemple, des patients venir vers nous avec le sentiment que c'est la panacée, quoi, que grâce à la méditation, tout ce qui n'a pas été résolu jusqu'à présent par les thérapies et les médicaments va l'être. Et donc c'est vrai qu'on est en partie responsable peut-être de ces croyances en parlant avec trop d'enthousiasme, mais les limites sont bien réelles, c'est-à-dire que la méditation est un enrichissement dans notre façon d'être en lien avec le monde. Ce n'est pas quelque chose qui nous coupe du monde, qui nous protège de la violence du monde, c'est quelque chose qui va rendre plus intense, plus féconde, plus riche notre lien, notre relation au monde, mais elle n'est en rien un outil de soin ni de bien-être miraculeux, et ne serait-ce que pour une raison très simple, c'est qu'elle est très exigeante, elle nécessite ce qu'on appelle nous une observance, une régularité dans la pratique, un engagement dans cette pratique extrêmement continu, extrêmement régulier. Et dès qu'on est dans quelque chose de plus oscillant, de plus intermittent, évidemment, les conséquences seront beaucoup moins palpables. Donc, on me pose souvent la question de savoir s'il y a des contre-indications, des cas où la méditation pourrait être... Il faudrait la déconseiller, quoi. En réalité, moi, je pense que c'est très rare. Il y a un bouquin qui était sorti il y a 2-3 ans aux États-Unis, The Buddha Pill, un livre qui faisait des critiques un peu de la méditation, finalement qui ne recensait pas grand-chose en termes de danger. C'est sûr qu'il ne faut pas proposer de la méditation à des patients qui sont en décompensation délirante, qui pensent qu'on leur envoie des ondes depuis la planète Mars, parce que là, on va vraiment rajouter à leur souffrance, très probablement. Mais à part ça, le pire danger, c'est la déception, que les gens s'aperçoivent que c'est plus compliqué que prévu, que c'est plus exigeant que prévu, que dans les conditions un peu de dilettantisme dans lesquelles ils pratiquent, il ne se passe pas grand-chose. Voilà, ce type de déception, c'est évident. Donc, ça, c'est le premier point. Les limites, alors c'est peut-être à ça que tu pensais, c'est que je ne crois pas, moi, très sincèrement, même s'il y a des travaux qui montrent que quand même, si un petit peu, mais je ne crois pas que l'avenir de la méditation dans notre discipline, en tout cas, ça soit le soin.
ça soit vraiment guérir des pathologies psychiatriques, mais c'est plutôt la santé, c'est aider les gens à se maintenir en bonne santé, comme l'exercice physique finalement. Souvent, moi, quand je reçois des patients, je leur positionne la méditation de façon un tout petit peu critiquable sans doute et dévalorisante, mais c'est pour bien frapper les patients. Je leur dis, voilà, il y a 3 choses qui vont pouvoir vous aider. Il y a des médicaments. Les médicaments, on en a parfois besoin. C'est la bouée de sauvetage qu'on jette à quelqu'un qui se noie, les médicaments. On n'a pas le temps de lui apprendre à nager, il ne faut pas qu'il se noie. Donc on lui demande de prendre des antidépresseurs, des tranquillisants, des neuroleptiques. Il y a la psychothérapie. Là, on va apprendre à nager à la personne. Une fois qu'elle est capable de nous écouter, de faire des efforts, on va rentrer dans son histoire personnelle, lui donner des conseils sur mesure, etc. Et puis après, une fois que ces outils vous auront sorti de l'ornière dans laquelle vous êtes, de la maladie, il va falloir modifier votre style de vie pour ne pas y retomber. Et dans ces modifications du style de vie, il va y avoir l'exercice physique, il va y avoir l'alimentation, il va y avoir changé votre façon de voir le monde, et il va y avoir la méditation. Donc, ce n'est pas très sympa pour la méditation qu'on met au même niveau que l'exercice physique, le footing, etc. Mais, et je pense que c'est très limitatif, un peu trompeur, mais pas tant que ça par certains côtés, parce que par exemple, l'exercice physique, c'est très important pour notre équilibre intérieur, l'équilibre de notre esprit, notre santé, etc. Donc, et je pense que la méditation est aussi un truc très important, la pratique régulière de la pleine conscience, quelque chose de très puissant pour notre équilibre intérieur. Mais je ne le présente pas comme une thérapie, comme un traitement. Je le présente comme quelque chose qui va devoir s'inscrire, c'est pour ça que je la mets dans cette catégorie, dans des modifications durables et permanentes de notre rapport au monde, de notre style de vie. Voilà. Donc, ça aussi, c'est quelque chose par quoi je limite un peu l'attrait pour une méthode de traitement miracle. Après, l'avenir, il est déjà en train de s'écrire. L'avenir, c'est dans le monde toujours de la santé, du soin. L'avenir, c'est par exemple qu'on est en train, très logiquement, d'aller au-delà de la simple pleine conscience. On est en train de s'apercevoir que tout cet héritage des pratiques méditatives centrées sur la compassion, sur la bienveillance, sur l'amour altruiste, enfin, tout ce que tu connais très bien, Fabrice, et que tu prônes, que tu enseignes, sont aussi extrêmement bénéfiques pour la santé du corps et de l'esprit. Et là, on a aussi des études très passionnantes qui montrent que les méditations de compassion, de bienveillance, d'amour altruiste sont des pratiques qui, lorsqu'elles sont régulièrement présentes dans le quotidien des patients, vont améliorer leur équilibre émotionnel, vont être à même de faire reculer la récurrence de leur souffrance émotionnelle, etc. Donc, il y a toute cette évolution. Et puis, il y a aussi une autre manière autre chose qui a poussé cette réflexion vers l'enrichissement de la pure pleine conscience, c'est effectivement certains faits d'observation où on voit par exemple que l'armée américaine enseigne la pleine conscience à ses soldats, alors mettant en avant le fait que les Marines, les GIs, enfin tous les militaires engagés dans les combats par l'armée américaine, lorsqu'on leur a appris la pleine conscience, lorsqu'on les encourage à la pratiquer régulièrement, présentent moins d'états de stress post-traumatique. Bon, des mécanismes assez compliqués, mais il y a aussi, à mon avis, même si ce n'est pas franchement avoué, l'attente d'en faire des meilleurs soldats. Si je suis habitué à développer une attention très stable, très immergée, comme un fauve à l'affût, je vais mieux tuer, je vais mieux viser, je serai moins troublé par le tueur. Bon, un autre argument que Mathieu Ricard avance souvent, il dit, mais si on ne fait qu'enseigner la pleine conscience, imagine un psychopathe, un assassin qui s'empare de la pleine conscience, il va mieux tuer, il va être moins ému, plus stabilisé sur le meurtre à accomplir. Donc, il ne faut pas qu'on en reste là. Bien sûr que c'est très intéressant pour des gens qui ont des troubles, effectivement, de l'attention, qui sont dans la dispersion, dans la rumination, bon, et qui ne sont pas maîtres de la manière dont ils peuvent jouer de leur attention. C'est très probablement
une porte d'entrée vers une qualité de présence à la vie très vertueuse, mais peut-être qu'il faut qu'on étoffe notre façon de parler de la méditation en ne parlant pas que de cette pleine conscience, de cet entraînement attentionnel en quelque sorte, mais aussi de la méditation comme une pratique qui nous aide à ouvrir des espaces de conscience dans lesquels on va pouvoir cultiver des valeurs, des vertus fondamentales pour l'humanité en général, pas seulement pour notre santé, notre bien-être, mais aussi pour le bien-être de tout le monde et la santé de tout le monde. Donc ça, c'est une évolution qui est en train de se dessiner dans notre monde des soins. Les premières études contrôlées, patati patata, sur que font les pratiques compassionnelles sur les souffrances, que font les pratiques compassionnelles sur le cerveau, et ça aussi, c'est passionnant. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques ? C'est pas obligatoire. Il va falloir qu'on s'arrête de toute façon. Si vous êtes fatigué, vous n'êtes pas obligé de poser une ou deux questions pour que j'arrête et que je parte. On lui donne ces 3 questions qui va se calmer. Bonsoir. Donc j'avais une question un peu de curiosité, puisque vous exercez à Sainte-Anne. Donc vous avez évoqué le lien entre la méditation et les pratiques, les pratiques comportementalistes. Mais il y a un domaine qui est présent à Sainte-Anne qui, je pense, a des rapports un peu plus compliqués avec la méditation, ce serait la psychanalyse. Est-ce que vous pourriez dire quels sont les rapports, comment ça a été accueilli dans cet hôpital et, comment vous percevez le lien qu'il peut y avoir, est-ce qu'on peut développer un lien entre les deux? Voilà. Oh, il y a sûrement des liens. Moi, je ne suis pas psychanalyste, donc ça ne m'est pas facile. En tout cas, historiquement, ce qui est frappant, c'est qu'effectivement, les premiers thérapeutes à s'être intéressés à la médication, en tout cas les preuves de cet intérêt, c'est des livres qui ont été publiés, des articles, etc., ont été les psychanalystes. Un certain nombre de psychanalystes se sont vraiment tournés vers cet univers de la méditation, etc. Mais apparemment, la greffe était compliquée à faire prendre puisque ça n'a jamais engendré de courant, de mouvement, de grandes figures. Finalement, voilà, il y a toujours eu un petit nombre de psychanalystes qui s'y intéressaient, mais en France, en tout cas, ça n'a jamais abouti à quelque chose de très fort, de très repérable, de généralisé. Et finalement, c'est ce courant qui pourrait paraître le plus éloigné des pratiques méditatives, ce courant comportementaliste, donc très centré sur les symptômes, sur l'évaluation, très influencé par la science, qui s'est emparé de la méditation. Et aujourd'hui, la majorité des thérapeutes qui proposent ces approches MBSR, MBCT sont plutôt issus du courant comportementaliste et cognitiviste. Alors, pourquoi ? C'est un peu un mystère à mes yeux, parce que c'est vrai que dans l'esprit, la psychanalyse est sans doute plus proche, parce que dans la psychanalyse, il y a un peu cette notion de dire au patient, vous ne venez pas pour faire chasser un symptôme, vous ne venez pas pour avoir des résultats immédiats, vous venez pour un travail de découverte, une sorte d'aventure intérieure. Enfin, voilà. Et donc on va embarquer, mais vous ne savez pas trop quand vous débarquerez, où vous allez. C'est plus proche du discours sur la pleine conscience. Hein. Je ne cherche rien, je ne vais nulle part, mais je fais le boulot. Donc cet esprit était plus proche, et pourtant la greffe n'a pas pris. Je n'ai pas de réponse à ça. Je n'ai pas de réponse, mais c'est un constat, effectivement, et c'est intéressant que vous souligniez ça. Alors, il va peut-être y avoir un intérêt secondaire de l'analyse, mais à ce jour, c'est plus souvent les comportementalistes et cognitivistes. Oui, une dernière question. J'ai été frappée par la réponse que vous avez faite à Fabrice Midal concernant l'avenir de la méditation dans le champ de la santé, et notamment par l'exemple que vous donniez de l'éventuel serial killer qui utiliserait à mauvais escient la méditation. Je me demandais si finalement, pour demeurer vraiment thérapeutique, il n'y a pas à un moment donné la nécessité qu'il y ait élargissement de la pleine présence à quelque chose qui est sinon spirituel, du moins éthique.
Est-ce que finalement, pour qu'on demeure dans cet apport dont vous parlez, il n'est pas nécessaire à un moment donné qu'on en vienne aux questions de la bienveillance, etc. Si, ça je le crois sincèrement, et c'est ce qui est en train de se dessiner. C'est ce qui est en train de se dessiner parce que finalement, cette épure que représente ce que nous appelons la pleine conscience, pleine présence, etc., est merveilleuse justement, mais sans doute insuffisante par elle-même. Et donc, on a bien conscience qu'il va falloir l'enrichir, la compléter, donner un cap, une direction. Il y a juste, et je me permettrai de me servir de votre question pour compléter ça, quelque chose aussi de très intéressant qui est en train de se jouer et qui est un avenir également, c'est la méditation pour les soignants. Lorsqu'on est soignant, on a vraiment très intérêt, on peut vraiment devenir un meilleur soignant en pratiquant ces approches méditatives de pleine conscience et de manière générale l'ensemble, je pense, des approches méditatives. Je pense qu'on va gagner en qualité de présence, et là encore il y a eu des études où on montre que les internes en médecine à qui on a appris la méditation rapidement, en 3 mois, etc., à qui on soumet, à qui on fait faire des travaux pratiques après, d'écoute des patients, de résolution de cas difficiles sur dossier, sont meilleurs. Grâce à la pleine conscience, ont une qualité d'écoute, une qualité de discernement dont on repère qu'elle a été améliorée par ces exercices. Donc, d'ailleurs, le diplôme universitaire qui a été créé à Paris mentionne très clairement ça, les bénéfices, puisque celui de Strasbourg est plus centré sur méditation et neurosciences, et celui de Paris est plus centré sur méditation et relations thérapeutiques. Voilà, les qualités soignantes sont très probablement améliorées, très clairement, même d'après les études dont on dispose et l'expérience des pratiquants, par la pratique méditative en général, et notamment de la pleine conscience. Merci beaucoup pour votre attention et votre accueil.